la prise du repas. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les conditions indispensables au bon déroulement des repas. Le repas est un moment de plaisir et de socialisation devant se dérouler dans une atmosphère calme, conviviale et chaleureuse. C'est une volonté de confort pour l'enfant et l'adulte. L'enfant a besoin de repères. Pour cela, l'adulte devra être totalement disponible pour lui. Il devra prendre en charge l'enfant et donc avoir une bonne connaissance de ses habitudes de vie et du déroulement de la journée, de ses capacités, de ses goûts et de son appétit. L'adulte doit donc interpréter les pleurs de l'enfant. Un pleur ne signifie pas forcément que l'enfant veut téter, mais cela peut signifier qu'il a un désir de relation ou un appel à la communication. Pour cela, il vous faudra prendre en compte l'état du jour de l'enfant, sa fatigue, une maladie ou le rythme auquel il a l'habitude de vivre. Vous devrez observer constamment l'enfant. Vous devrez également privilégier le dialogue, les réflexions et les transmissions au quotidien avec les parents. Vous devrez mettre en place des négociations avec les enfants afin que le repas ne devienne pas une suite d'interdits, de contraintes ou de conflits. Et enfin, vous devrez mettre en place des conditions pratiques permettant l'expérimentation dans le respect des capacités de chaque enfant afin de développer son autonomie. Maintenant, les principes d'organisation et comment organiser les repas. Il faut avant tout savoir s'organiser. Premièrement, l'organisation dans le temps. Le repas de midi peut se dérouler entre 11h30 et 14h. Les goûters, eux, se déroulent entre 15h et 16h. Un goûter pris trop tôt n'aurait pas d'intérêt. Le dîner se déroule entre 18h30 et 20h. L'adulte qui donne un repas à un enfant doit être impliqué dans cette action, mais aussi complètement disponible à l'enfant, avec le regard, la parole et une bonne installation. L'adulte ne donne jamais à manger à deux enfants en même temps. L'enfant mange soit sur les genoux de l'adulte, tous deux bien installés, soit dans une chaise haute, pour le repas à la cuillère par exemple. L'adulte doit toujours être installé en face de l'enfant et à sa hauteur. Si vous placez un enfant sur une chaise d'adulte, l'enfant ne verra que vos genoux. Vous devrez noter que le biberon se donne le plus possible dans les bras d'un adulte, sans coincer une partie du corps de l'enfant sous le bras de l'adulte et en favorisant l'échange visuel et verbal. Deuxième point, l'organisation matérielle. Vous devrez prendre une chaise adaptée à la taille des tables et des enfants, par exemple une chaise haute ou une petite chaise avec des accoudoirs pour les tout petits, ou des chaises normales pour les plus grands. L'utilisation de nappes ou de sets de table pour différencier la table où l'on joue et la table où l'on mange. Des couverts adaptés, exemple des verres transparents qui permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'utilisation ponctuelle de bec-verseurs également transparents qui sont un intermédiaire entre le biberon et le verre. L'utilisation chez les bébés moyens de bavettes en coton suffisamment grandes pour protéger les vêtements, exemple avec un laçage autour du cou réalisé par l'adulte en prévenant l'enfant. Vous avez la possibilité pour les grands enfants d'utiliser des bavettes en coton munies d'un élastique permettant aux enfants de les mettre et de les retirer seuls. Attention, en aucun cas les bavettes ne sont coincées sous l'assiette, ce qui limiterait les mouvements et l'autonomie de l'enfant. La bavette est là pour protéger les vêtements de l'enfant. Troisième point, l'organisation pédagogique. Vous devrez respecter le rythme de l'enfant, respecter son appétit, qu'il soit gros ou petit mangeur, respecter ses habitudes de vie, mais également respecter les consignes apportées par les parents. Tout changement alimentaire se fera avec l'accord des parents et en premier lieu à la maison avec les parents, avec une introduction de la cuillère, une introduction de nouveaux aliments par exemple. Vous devrez respecter des régimes et les coutumes culturelles et religieuses de la famille, mais également l'utilisation du matériel pour l'enfant si besoin comme la tétine ou le biberon.
Les actions qui favorisent le développement de l'autonomie de l'enfant sont une installation adaptée, la liberté des mouvements, la verbalisation, un accompagnement de l'attente, l'utilisation de matériel adapté en fonction des âges des enfants et l'attribution d'autorisations, telles que le droit de toucher, le droit d'utiliser, le droit de refuser, mais le droit également d'essayer, de recommencer, d'échouer et de revenir en arrière ou de choisir. Et enfin, le droit de prendre le temps et le droit au plaisir. Il y a également l'action de mise en place de petites règles d'organisation apportant des repères et limites, qui sont chacun son tour, en laisser pour l'autre, attendre un peu, participer et aider.